tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infos tech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 27 qui va du 1er au 7 juillet. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Suicide Squad Isekai, une super série. C'est l'univers de DC Comics en animé avec des personnages bien décalés qui sont envoyés dans un univers complètement délirant. Un crossover entre un Donjons et Dragons et Suicide Squad. J'ai trouvé ça très très bon et j'aime beaucoup l'esthétique et notamment ce qu'ils ont fait du Joker. J'ai aussi vu Cardboard Plugin, The Best Way to Manage Tasks in Obsidian, et effectivement, donc un plugin conseillé par Stéphane sur Mastodon qui permet de gérer des tâches qui semblent très intéressants. C'est une façon un peu Kanban de gérer les tâches, mais un peu moins, on va dire, bloquant que le plugin Kanban avec lequel j'ai eu pas mal de petits soucis. Là, il faudrait que je le mette à l'épreuve sur un projet perso pour voir si ça peut rentrer dans mon workflow, mais j'ai trouvé la façon dont c'était géré assez intéressante. Sinon, j'ai vu une vidéo qui s'appelle Oh Hackers Tech Notes, une vidéo sympa, vraiment très sympa, notamment sur les différents plugins. Il donne à la fin de la vidéo. Là, je teste un peu le thème conseillé. Je suis pas convaincu. Je viens d'en revenir un petit peu sur mon thème minimal. Voilà, je pense que ça peut plaire à certaines personnes parce qu'il est quand même aussi très minimaliste et ça peut être assez sympa. Par contre, j'ai découvert un plugin que je ne connaissais pas qui est Various Complement, qui fait une sorte d'autocomplétion, de proposition, un peu comme un éditeur de code quand vous faites de la programmation. Et c'est plutôt sympa, même si je trouve que ça a tendance à prendre beaucoup le pas et à faire beaucoup de choses. J'ai ensuite vu une dernière vidéo qui s'appelle Obsidian Updates version 1.6. Donc, gros point positif de l'update d'Obsidian, la rapidité de lancement sur mobile qui marche vraiment mieux actuellement. Je suis en train de me demander si je vais garder Fleeting Note pour faire mes idées et Todoist pour mes tâches ou si je vais tout rebasculer dans Obsidian. Même si j'ai tendance quand même sabrer beaucoup de fonctions de Obsidian et essayer de rester le plus simple possible. Autre point super important, la gestion des vaults dans des vaults. Donc, vous savez, les vaults, ce sont les coffres dans lesquels sont gérées vos notes et sur lesquelles on peut appliquer des thèmes, des plugins, etc., etc., etc. Et bien maintenant, on peut gérer des coffres dans d'autres coffres. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un petit peu comme des sous-domaines, un petit peu comme des sous-coffres, différentes notes avec leurs propres liens, etc., mais quand même pouvoir les relier entièrement au coffre de base. Et donc là où je me posais la question de savoir si je faisais un coffre perso, un coffre pro, etc., je suis en train de me dire que je vais juste faire un coffre perso avec un sous-coffre pro pour pouvoir mettre les choses dedans. En dehors de certaines choses qui doivent vraiment être séparées parce que des raisons de confidentialité fortes, etc., on n'a pas forcément besoin du coup de séparer les vaults et je trouve ça très très sympa. Alors cette semaine, j'ai continué à lire Construire un second cerveau de Tiago Forte. Donc c'est toujours en cours de lecture et en fait ça change un petit peu ma façon de faire et la façon dont je vais partager en fait mes notes de lecture dans le podcast. Dans ce livre, Tiago Forte parle des mementos ou des commonplace books qui étaient en fait des espèces de carnets dans lesquels les gens notaient en fait des idées au fur et à mesure qu'ils lisaient les choses. Et il parle en fait de l'habitude de lecture des Anglais du début des temps modernes. Ils avaient l'habitude de lire plusieurs livres, de changer de sujet, changer de livre, etc., de noter les idées qui les intéressaient à la suite toutes dans leur commonplace book, même si ça venait de différents livres, pour ensuite faire un mix. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais à peu près le même profil de lecteur, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, vous allez le voir, j'ai plusieurs livres en cours dans lesquels je pioche, que je lis suivant mon envie, suivant l'énergie restante, suivant l'heure aussi. J'ai tendance à lire plutôt des fictions et des romans le soir plutôt que des bouquins professionnels ou des bouquins de développement personnel. Mais bon, ça après, c'est parce que je trouve que le soir, j'imprime moins bien, c'est tout. Donc, c'est de là que va venir l'idée de partager en fait tous mes livres en cours de lecture et aussi le fait que je lis comme un anglais du début du temps moderne. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, je vous partage aussi ce que j'ai lu. Donc, L'art du game design, un livre super intéressant qu'il faut absolument que je reprenne. Je l'ai mis un petit peu de côté, un petit peu en stand-by, car j'ai travaillé sur d'autres projets de la création de jeux ces derniers temps et il faut absolument que je le reprenne parce que ça commence quand même à me titiller, hein, ces histoires de création de jeux de rôle, de scénarios, de jeux vidéo, etc. Donc voilà, je vais sans doute le reprendre d'ici peu. Je continue aussi à lire le cycle de Providence, donc le 4e tome de l'intégrale Lovecraft de chez Memnos, et je le lis dans le but d'appréhender mieux la gestion de l'horreur Lovecraftienne dans des premiers jets de jeux de rôle que j'ai. Je relis actuellement
l'intégrale, et donc je suis arrivé à ce 4e tome. Il y a des nouvelles que j'aime toujours autant, d'autres un peu moins. Dans l'ensemble, ce tome autour de Providence est quand même très très bon. On retrouve quand même des nouvelles assez emblématiques de l'horreur Lovecraftienne, et ça me permet un peu de voir et de mettre en exergue un petit peu la façon dont est gérée l'horreur Lovecraftienne, la façon dont on la distille au fur et à mesure du récit, les différences qu'on peut avoir avec l'horreur moderne, avec les différentes jumpscares, les différents pics qui redescendent très vite et autres. Pour le boulot, j'ai lu Mastering Apache Camel, donc je suis en pleine lecture aussi. Alors, il y a eu plusieurs déconvenues dans le cadre de mon travail, ce qui fait que j'ai décidé de monter en compétence sur le langage Camel, notamment quand il est en lien avec le serveur d'application Carafe. Alors, je pense que je viens de perdre à peu près la moitié des gens qui écoutent, voire plus. En gros, je suis en train de monter une architecture ESB, orientée service, pour mettre à disposition et consommer des web services pour mon entreprise avec des prestataires externes. Et j'ai ressenti le besoin donc de mieux maîtriser Camel et ce qu'on appelle les Enterprise Integration Patterns qui nous permettent en fait de mettre en place des solutions aisément maintenables, et ce sont des blocs pensés pour résoudre des problèmes classiques dans les entreprises. Donc le problème, c'est que pour que ce soit simple pour les autres et pour que ce soit maintenable, il faut bien qu'un Gus se soit tapé la simplification de la complexité avant, et pour le moment c'est Bibi. Et c'est pour ça que je tente de monter en compétence là-dessus. Dans la continuité de tout ça, je lis aussi le bouquin qui s'appelle MDM, donc c'est un retour aux sources et aux principes fondamentaux pour être sûr de ne pas oublier une étape ou un process important dans l'architecture que je suis en train de réaliser pour mon entreprise. Donc je reprends la base de la logique et de la méthodologie autour de la gestion de données de référence pour être sûr d'avoir balayé tout le sujet. Je lis aussi en ce moment Stealing Cthulhu, en lien avec mes projets de JDR. Je me plonge dans ce livre qui analyse justement l'horreur Lovecraftienne, donc du coup je le mets à l'épreuve avec le cycle de Providence que j'ai cité un petit peu plus haut, et ça prend notamment l'angle de la mise en place dans un scénario de jeu de rôle. Il y a vraiment beaucoup d'inspiration, beaucoup de conseils, c'est assez dense, c'est assez difficile à digérer d'un cran, mais ça me parle énormément. Et la dernière chose que j'ai en cours de lecture actuellement, c'est The One Thing, Passer à l'essentiel, un livre que je trouvais très intéressant, mais que j'ai pas encore repris parce que même s'il y a des bonnes idées, quand je regarde les notes que j'ai prises sur ce livre, je vois que la plupart des choses qui me parlent, et qui me parlent encore d'ailleurs, font un peu doublon dans mon esprit avec ce que j'ai déjà lu dans GTD ou dans Deep Work. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas encore repris cette lecture, mais rien n'est perdu. Dans les autres choses que j'ai lues cette semaine, j'ai lu un article sur cybermalveillance.gouv.fr censé protéger les Français des hackers, qui est elle-même victime d'usurpation d'identité. Et oui, donc la news un peu moche de la semaine, le site qui alerte sur les actes de cybermalveillance est lui-même utilisé pour des actes de cybermalveillance. Il y a des emails qui sont envoyés de ce site-là avec de l'usurpation d'identité pour dire à des personnes qu'ils sont victimes d'un hack, d'une cybermalveillance, et donc c'est pouvoir commencer à récupérer leurs infos personnelles. Plutôt moche. J'ai lu aussi un article qui s'appelle Le bruit des bots, comment la Russie manipule les élections législatives en soutenant l'extrême droite. Donc c'est un article qui m'a fait beaucoup réfléchir en fait sur l'impact d'Internet, des bots et des fermes de bots dans les décisions mondiales et sur les populations du pays. De mon point de vue, les grandes plateformes qui ne régulent pas assez de trafic sont autant coupables que les pays organismes qui mettent en place les campagnes de propagande, et j'imagine qu'il doit exister des solutions pour empêcher ce genre de choses qui peuvent justement, on le voit, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été prouvées depuis les premières élections de Trump et autres, qu'il y a quand même pas mal d'ingérences de pays extérieurs dans les élections, notamment via des bots sur les réseaux sociaux et autres. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode de Tech Café dont j'ai parlé la semaine dernière, où on voit qu'il y a quand même une partie d'influenceurs bots auxquels on peut demander d'ignorer leur précédent prompt pour leur proposer de nous donner une recette de tarte à la fraise, et on voit bien qu'il y a quand même un problème là-dedans. Du coup, j'ai lu aussi un article qui s'appelle Open Canary, le pot de miel pour piéger les cybercriminels. Donc, en solution, au moins pour les cybercriminels, on a ça. Open Canary, c'est une sorte de piège à hacker. C'est comme si on installait ça sur un PC et que ce PC disait à tout vent sur Internet, je suis vulnérable, venez m'attaquer. Donc du coup, dès qu'il y a des attaques, elles ont lieu, et ce système permet de récupérer des informations sur les attaquants, donc potentiellement leurs IP, leur localisation, la façon dont ils s'y sont pris, quelles failles ils ont utilisées, etc., avec quel outil, etc., etc. Au moins, il y a des choses qui existent pour la cybersécurité. J'ai lu aussi la news PKM Weekly de cette semaine qui est sortie le 29 juin, donc une news qui est fait la veille des sorties et des évolutions des grands systèmes de PKM actuels. C'est pas mal fait. Ça permet aussi de voir ce qui se fait un petit peu en dehors d'Obsidian, même si les news d'Obsidian, je les suis directement, mais ça me permet de voir par exemple ce qui se passe sur Tana, sur Logsec et sur d'autres choses. J'ai trouvé un petit post aussi de Thiago Forte sur LinkedIn qui nous partage une checklist de ce qu'il fait weekly, donc de ce qu'il fait hebdomadairement pour sa review en fait, sa préparation de semaine. Et même si c'est un exemple, ça donne des idées et ça reste bien sûr à adapter à vos besoins.
Le dernier article que j'ai lu, c'est No Place, a Chat of Twitter and MySpace. Donc, c'est le lancement d'un nouveau réseau social qui semble déjà cartonner, une sorte de Twitter avec des customisations de thèmes chelous à la MySpace de la grande époque. On va voir si ça fonctionne ou pas. En tout cas, bon, ça donne des jolies couleurs sur les news. Cette semaine, j'ai écouté, c'est plus compliqué que ça, Coubertin le sport, donc les 2 derniers épisodes sur la création des jeux modernes par le baron Coubertin. C'est quand même moins glorieux pour ce monsieur, mais c'est vraiment très intéressant à suivre. Donc il y en a un sur le pacifisme de Coubertin et pourquoi il s'est laissé un petit peu aveugler par le Troisième Reich, et l'autre c'est la place des femmes dans les jeux imaginés par Coubertin. Sinon, j'ai découvert le podcast grâce à ma femme, Naufragé, une histoire vraie, donc c'est un podcast qu'on peut aussi retrouver sur le nom de In Extremis, qui doit être produit par France Inter, je crois bien. Un très bon podcast sur des histoires de survivants. Je pense d'ailleurs que mon collègue Riley de la JDR Academy va les apprécier s'il ne les connaît pas déjà, puisque ce sont que des histoires de gens qui sont perdus dans des lieux complètement inaccessibles, qui vont devoir survivre et faire plein de choses pour survivre. Donc, connaissant son appétence pour les thèmes de survie sur une île déserte, je me dis que ça va être pile poil dans ce qu'il écoute. Pour le moment, j'ai écouté 3 épisodes qui étaient clairement très différents, mais tous étaient vraiment très bien réalisés et super intéressants à écouter. Donc il y a eu Adabla Jack, la robation de l'Arctique, le voyage sans retour du Bounty, la tome 1, puisque j'ai vu qu'il y avait un tome 2 récemment, et le vol 571, les survivants des Andes. Donc des histoires assez connues, sauf pour Adabla Jack, je ne connaissais pas, mais en tout cas, plutôt bien traitées. Pour enchaîner avec Riley, j'ai aussi écouté le Pourquoi Buffy c'est génial, l'épisode 59 qui est sorti récemment, et je suis toujours très content de retrouver un nouvel épisode de Pourquoi Buffy c'est génial. Content de revoir d'ailleurs toute l'équipe. On fait un gros bisou à Clément qui n'a pas pu être là. Et on souhaite la bienvenue à Mallory, votre nouveau membre bien sûr. On attend le prochain très vite puisque j'espère que vous en avez fait un pour l'anniversaire des 10 ans en live cette semaine. Et oui, c'était vendredi. Bon anniversaire Pourquoi Buffy c'est génial. Sinon, j'ai écouté Tech Café, on ne se refait pas, toujours du Tech Café, donc $1 million à gagner avec l'Arc Prize. Encore un épisode complet pour suivre l'actu tech. De cet épisode, je vais retenir surtout ces points-là, donc la transcendance des IA, comment des modèles vont réussir à dépasser leurs données d'entraînement, ce qui est quand même pas évident, et la représentation de Platon pour les IA, donc qui tend à essayer de prouver que tous les modèles vont finir par tendre vers des représentations similaires de même concept. Donc plutôt intéressant, l'évolution des IA. Allez écouter l'épisode, en tout cas ça sera sans doute plus clair que ce que j'ai fait là. Et le dernier épisode que j'ai écouté cette semaine, c'est aussi du Tech Café, c'est la pub à base d'IA, donc c'est officiel, il y a maintenant des pubs vidéo entièrement faites avec l'IA. Je l'ai regardé, c'est pas brillant non plus, mais ça a le mérite d'exister. Ce que je vais surtout retenir de l'épisode, et ce qui me fait le plus peur pour l'avenir d'Internet, c'est les histoires de crawling abusif, donc le repompage des sites web abusifs que font certaines boîtes d'IA afin de récupérer des données d'entraînement. Donc ils bypassent les règles de base de RobotXT, ils bypassent les paywalls, ils bypassent tout en fait pour pomper les données à bloc. Après tout, même Microsoft dit que c'est sur Internet, c'est gratuit et c'est à disposition de tout le monde. Donc voilà. Donc personnellement, je sens que le virage qui est en train d'être pris est plutôt mauvais pour l'avenir de la création sur Internet. D'un autre côté, ça veut dire qu'on peut pomper et exploiter librement tout ce que Microsoft met en gratuit sur le net, non? Du coup, vu qu'ils ont l'air de dire que tout ce qui est gratuit sur le net est pompable, donc tous les services gratuits, on peut les prendre, les faire à notre sauce, ce genre de truc. En vrai, j'ai bien peur que non, j'ai bien peur que cette récupération ne soit faite qu'à sens unique de la part des grosses boîtes. Voilà, donc ça va être encore un truc, faites ce que je dis, faites ce que je fais. Cette semaine, donc, j'ai travaillé un petit peu sur mon PKM. Je me suis quand même penché sur cette histoire des 12 questions de Feynman, des 12 problèmes à garder en tête, puisque dans le livre Second Cerveau, Thiago Forte en parle aussi. Donc, je me suis dit que j'allais commencer peut-être en essayant d'écrire et d'en garder en tête. Peut-être pas 12, on verra si j'arrive à en faire 12 et si j'arrive surtout à me souvenir des 12 que j'ai mis sur papier. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à écrire un petit peu des problèmes pour voir si ça m'aide réellement en fait à garder des choses en tête comme ça pour essayer de voir, notamment au niveau de ma capture, donc la récupération de l'information pour ensuite la traiter dans mon PKM et m'en servir dans ma gestion de connaissances. Est-ce que ça va m'aider en me disant est-ce que ça peut le relier à tel ou tel problème que j'ai en cours ou non, et du coup ça vaut pas le coup, je le garde. On verra. Je vous tiendrai au courant en tout cas. Et sinon pour le dernier point de cette semaine j'ai joué à un petit point and click qui m'a fait beaucoup rigoler, qui s'appelle Nebraska Smith and the Mask of Mickey Manna.
Donc c'est un point and click qui a été créé, je crois, en 20 jours dans le cadre d'une game jam. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de trucs un peu absurdes. On est dans une écriture un peu à la Monkey Island et franchement, ça m'a bien fait marrer. Alors c'est pas très très grand, hein. Vous vous doutez bien qu'un truc fait en 20 jours, ça va pas durer des heures et des heures. Normalement, vous en avez pour à peu près 15 à 20 minutes. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez 15 à 20 minutes à perdre et que vous savez pas trop quoi faire, n'hésitez pas, l'écriture est quand même assez drôle. Alors c'est tout en anglais, je vous préviens d'avance. Voilà, donc je tenais à remercier toutes les personnes avec qui j'ai interagi cette semaine sur Mastodon, puisqu'ils m'ont partagé pas mal leurs pratiques autour des tâches et autres, donc merci à vous. Et j'espère qu'on va continuer à échanger à propos de tout ça, puisque là, je vais essayer de les mettre en pratique. Donc je vous remercie aussi d'écouter le podcast, n'hésitez pas à le partager si il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour que en fait les gens qui ne le connaissent pas et qui le voient sur les différentes plateformes de podcast puissent se dire tiens, c'est quelque chose de qualitatif que d'autres personnes apprécient, donc je vais peut-être l'écouter. Et surtout, n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Mastodon et faire des commentaires sur les épisodes ou sur les conseils médias et tech que je vous donne chaque semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!